Mais bon, en tout cas, on a le plaisir de démarrer cette matinée avec un panel très intéressant et varié. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas à l'aise sur le français et l'anglais, je vous demanderai de récupérer vos microphones parce qu'on aura un panel mixte avec des interventions en français et en anglais. So, for those who are not French speakers, you can take headphones because we will have a balanced panel with French-speaking and English-speaking persons. Donc aujourd'hui, on va parler d'infrastructure, de croissance et de compétitivité. Bien entendu, c'est toujours un plaisir d'en parler, de parler déjà de l'Afrique, parce que, comme tout le monde le dit, c'est un continent qui a beaucoup d'enjeux, beaucoup de challenges. C'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis quelques années, mais il y a beaucoup de gens, notamment ceux qui sont là, qui fréquentent et font beaucoup de choses sur ce continent depuis de nombreuses années. Ensuite, on parle de croissance. La croissance qui aujourd'hui est un enjeu majeur pour l'Afrique. Et on parle aussi d'infrastructure. C'est un sujet qui intéresse particulièrement. Moi, je viens d'un pays où je me rappelle une fois, lorsqu'un chef d'État de ce pays-là, le Sénégal en l'occurrence, présentait ses réalisations en termes de routes, d'autoroutes et présentait son bilan en termes de taux de croissance, il y a un chef de l'opposition qui l'a interpellé, qui lui dit « Mais Monsieur le Président, vous savez, les autoroutes et la croissance, ça ne se mange pas. » Donc on verra effectivement, est-ce que les autoroutes et la croissance se mangent ou ne se mangent pas? Est-ce qu'effectivement, comme le disait Didier hier, c'est le développement des infrastructures, la croissance, la compétitivité se retrouvent in fine dans le panier de la ménagère qui est un enjeu majeur pour l'Afrique. Aujourd'hui, on parle de croissance et de compétitivité. Pourquoi on parle de compétitivité? Bien entendu, la mondialisation a fait qu'il s'agit d'être compétitif par rapport à des concurrents qui ne sont plus des voisins, mais qui sont des concurrents mondiaux. On est sur certains sujets en concurrence avec l'Asie, avec l'Amérique latine, etc. Et aujourd'hui, l'Afrique se veut un continent, notamment dans les services, où on est prestataire de services à valeur ajoutée. Et donc forcément, la compétition est là et il faut être compétitif. Et on verra comment les infrastructures jouent un rôle dans la compétitivité. Également, beaucoup d'enjeux importants que font face les chefs d'entreprise. On parle des coûts de logistique élevés en Afrique. Bien entendu, ces coûts de logistique supposent derrière des coûts liés aux routes, au transport, etc. Donc c'est un enjeu important. On parle beaucoup d'insuffisance d'infrastructures. Le rapport de la BAD, tout le monde a en tête ces fameux 90 milliards de dollars de besoins annuels de financement en infrastructure pour lesquels il n'y a que la moitié qui est disponible. Où est-ce qu'on va trouver les autres moitiés? Ça suppose des mécanismes innovants de financement. Ça fera partie de ce qu'on va voir durant ce panel. Et aussi, quelles sont les alternatives et comment tout cela constitue un enjeu pour le secteur privé. Ça aussi sera débattu lors du panel. Donc pour cela, on a des personnes d'horizons diverses. Monsieur Karim Elal qui vient d'Égypte et qui est le CEO d'Adib Capital et également en charge de l'ASEAN Egypt Business Association qui interviendra. J'ai aussi M. Djibril Babatabouré du Mali, qui est président du réseau des entreprises d'Afrique de l'Ouest, un réseau d'opérateurs privés. M. Marc Tressier-Dorfeuille de France, président du club PPP Medafrique, qui est un des champions des PPP. En tout cas, il en fait beaucoup l'apologie un peu partout en Afrique. M. Hicham El Sherif d'Égypte, qui est CEO de Nile Capital, M. Samir Belrandoria du Maroc, qui est directeur général du Moroccan Infrastructure Fund, un fonds important du groupe Attijari Wafa Bank qui s'intéresse à l'infrastructure, et M. Naoshige Kinoshita, qui nous vient à la fois du Japon et de Tunisie, puisqu'il est à la Banque africaine de développement, Senior Investment Officer. Donc ces différentes personnes vont intervenir sur des sujets complémentaires
liées au financement des infrastructures. Donc pour démarrer, I will give the floor to Mr. Naoshige, and we'll ask him, how can today, in your point of view, the development of infrastructure contribute to accelerate African growth and competitiveness? What is your view? I know that you are very expert in telecom, donc perhaps you will have the point of view of the telecom expert, but how can today infrastructure be mean to develop and to contribute to the competitiveness of Africa? First of all, thank you very much for giving us the opportunity. Is it working? Okay, thank you very much for becoming, giving us the opportunity to becoming a panelist and with distinguished panelist and also a moderator. Thank you, Mr. Diop. First of all, I would like to say infrastructure is a fundamental social platform. There's no doubt that without infrastructure, there's no growth for us. But I would like to emphasize that depending on the technology, our way of living and also the pattern of the business might change. I would like to share the story about, I was back in Japan for last week, and I haven't been go back to Japan for a while. But in Japan, the train, you have to commute to the office with a train. And actually, reading a newspaper is a common scenery, and a couple of years ago. But the thing is, this time, last week, I was surprised. There's nobody was reading printed newspaper because, for the last 2-3 years, LTE expanded, and about 60% or 70% of the passenger was actually looking at the smartphone. And actually, they are streaming, the news, and and some of them they're playing games, and some of them are, connecting to a social network, communicating. But nobody was using the voice communication, and so I just want to emphasize that the technology changed the way of life. And going back to about Africa. Africa has invested $50 billion in 10 years. And they have created fundamental structures of the backbone, or optical fibers, etc. And this investment, of course, contribute for the growth, GDP growth. But I would like to emphasize that due to this investment, and probably this is more like a voice technology, but right now data revolution is happening. About 10% of the population is right now accessing to the broadband, but it will be a double digit in a few years. So it's a huge thing. So I would like to emphasize that because of this tendency, Africa is going to be a part of our global supply chains. In 2005, there was a book called The World is Flat, written by Thomas Friedman. In that book, China and India become a part of a global supply chain in 2005. 10 years has passed. I think now is Africa play a huge role in terms of the contributing the growth in the world. And right now, South Africa is becoming a hub for the call center. Tunisia has been a call center for the France for sometimes. And the knowledge service is going to be expanding. For example, Kenya is going to establish Konza Silicon Savannah. And it seems to be that Western company, Microsoft, GE, they are promising committing in Africa. So I think the landscape is going to be changed because of the technology infrastructure. Africa, 50% of Africans are less than 25 years. So there's a massive chances it's going to happen. So education is going to be very important.
For the next 10, 20 years, Africa has a huge potential. That's my opinion. Thank you. Thank you very much, Mr. Naochige, with this introduction. Donc, il est clair que, comme le rappelle M. Naochige, le paysage va changer avec la technologie. Il précise que l'Afrique va devenir une part de la global supply chain mondiale, comme l'ont été les dragons asiatiques, grâce à la technologie. C'est vrai que moi, j'ai toujours été surpris de voir que dans certains coins reculés, même les gens illettrés envoient des SMS. Donc, c'est à se poser des questions sur le nouveau paradigme de l'éducation. Mais c'est vrai, pour faire partie de la global supply chain, il faut aussi ne pas être uniquement fort en technologie, bien doté en technologie. C'est vrai qu'on a investi 50 milliards de dollars en 10 ans, fait suffisamment pour développer les telcos, mais est-ce que derrière, on est suffisant en termes de route, en termes d'infrastructure, d'accompagnement, parce que être une part de la supply chain globale suppose aussi une plateforme logistique. Or, c'est le grand défaut de l'Afrique, c'est qu'on a beaucoup de problématiques de route, beaucoup de problématiques de transport. Peut-être que M. Baba Tabouré, qui est du Mali, qui est un pays enclavé, assez vaste, qui n'a pas d'accès à la mer, peut nous dire du point de vue de l'entrepreneur privé, aujourd'hui, les grands enjeux du développement des infrastructures, particulièrement en transport, pour la croissance et le développement des entreprises du Mali et de l'Afrique de l'Ouest, puisque vous dirigez le réseau des entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier Amadeus pour cette initiative et aussi par dire 2-3 mots sur le point de vue entre les deux politiques pour savoir si les infrastructures, si ça se mange ou si ça ne se mange pas. Ça nous permet de voir quel est l'impact de cela pour le chef d'entreprise. Si on peut considérer que les routes ne se mangent pas virtuellement, ce qui se mange, l'assiette qui est sur la table, son contenu, sa quantité est déterminée par les infrastructures. Je prends un exemple qui est celui de la production des fruits, des légumes d'ici. Un pays comme le Mali, enclavé, entouré par 7 frontières, hyper étendu. À Bamako, aujourd'hui, très facilement, on a les produits du Maroc. Parce que depuis quelque temps, c'est possible de faire passer par la Mauritanie et puis rentrer dans le Mali. Donc, en termes de disponibilité, ça a changé considérablement. Et les prix ont baissé aussi. Et quand les prix baissent, la quantité disponible peut augmenter pour ceux qui ont les moyens. Ça a amené un autre effet, c'est qu'en termes de compétitivité, la production locale est aujourd'hui confrontée à une disponibilité de produits, notamment les oranges et d'autres fruits et légumes, qui, à l'arrivée, sont moins chers que la production locale. Donc, ça impacte fortement sur ce qui est fait. Il est important de rappeler que du fait de cette continentalité et de l'étendue du pays, les coûts de production dans ces conditions pour l'entreprise sont plus élevés et affectent directement sa compétition. Quand on regarde les entreprises maliennes entre elles, elles sont toutes exposées à cette contrainte. Mais quand on se met dans la logique d'une compétition avec ses voisins, forcément on est handicapé. Quand on est en compétition avec une entreprise de Côte d'Ivoire où il y a un accès à la mer, nos facteurs, nous, en termes de production, sont plus élevés. Donc, pour faire court, et c'est une évidence que le développement de ces infrastructures impacte fortement la compétitivité des entreprises. Merci beaucoup, M. Baba Tabouré. Je demanderai à M. Hilal, de son point de vue, qui a une connaissance bien importante de ces mécanismes de développement des infrastructures. Quel est son point de vue sur l'impact de l'infrastructure sur la croissance et sur la compétitivité? Thank you. I think there's no need to repeat how infrastructure is
is fundamental for economic development. We all know that. And I think I'm looking from the perspective of Egypt, for example, which is, for all intents and purposes, a developing country or emerging country, as they say. Now, Egypt is blessed with a number of unique advantages, all having to do with infrastructure, logistics, transportation, having access to the Red Sea, Suez Canal, Mediterranean, and of course being at one part of Africa, part of the Middle East, and geographically speaking, part of Asia, actually. The question we have here in terms of a country that is seeking to develop. First of all, I take the view that you cannot have a sustainable development without industrialization. This is key. So you have to ask yourself the question, do you want to be a transit economy that is service-driven, or you are looking to be a productive industrial economy that can indeed be sustainable? And sustainable in more than one sense. In the sense of producing what your market needs, producing competitively what other markets may need from you, given your location and such. And also, very, very important for Egypt, and I think many countries in Africa, is the ability to consistently create productive jobs for the youth. You mentioned 50% of the population of Africa, Egypt included, is under the age of 22 or 23. Now that is a great advantage. It is a huge consumer market, it is a huge energy that needs to be directed, but at the same time is a very dangerous, potentially dangerous, I call it time bomb. Because if you do not provide productive opportunities for the youth, well, we saw what happened. So going back to the question, to be able to develop on a sustainable basis, I believe you need to industrialize your country. And to industrialize your country, obviously you have a key prerequisite, which is the infrastructure. Now, the infrastructure, in my view, is a little bit more loosely defined. It is not just about roads and bridges and ports and storage facilities. I am talking about the human infrastructure. I'm talking about education is a key element. And I'm talking about, obviously, healthcare, because you want to protect your main asset, which is human capital. And I'm talking about the infrastructure that allows you to produce the intermediate material that is necessary for industrialization. If you look at Egypt, for example, we import almost everything. We actually produce very little. And when you cannot really have an excuse, and you will wonder, why don't you produce? You have a market, a local market of 90 million people. You have access to the last consumer frontier, which is Africa. You have the Suez Canal. You really have the world at the palm of your hand. Why don't you produce fishing lines? We actually import $50 million every year of fishing line. I mean, how easy can that be? So we looked into it, and the answer is very simple. We actually do not produce the intermediate material that will allow you to produce everything else. So for me, infrastructure encompasses all of that. Without it, I'm afraid we will be confined to a transit, maybe service economy, but as a source of convenience for the rest of the world. And I don't think any African country wants to do that. Very clear, and also there is a choice between transit economy and productive economy, and the choice is clear. We need to be productive economy, but we need infrastructure, and infrastructure today is one of the weakness of African countries. We know that we need $90 billion per year to develop infrastructure
In Africa, there is only the half available in financing. So I will turn to my people of finance, les gens de la finance. Donc, pour dire, aujourd'hui, effectivement, on nous dit que, pour M. Helal vient de dire, on a le choix entre être une économie de transit ou être une économie de production. Bien entendu, si on veut quelque chose de durable, il faut qu'on soit une économie de production et que ça passe par le développement des infrastructures. Or, on le sait bien qu'aujourd'hui, l'infrastructure, c'est un des parents pauvres de l'Afrique. Hein. On a pendant longtemps très peu investi dans ce domaine. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un besoin annuel de plus de 90 milliards de dollars. Les sources de financement bilatéraux, multilatéraux ne rapportent que 45. Comment financer l'autre moitié? Comment être créatif? Je sais que beaucoup de pays africains mettent en avant ces derniers temps, on l'a vu lors des groupes consultatifs, que ce soit de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, ou encore dans beaucoup de discours, beaucoup de gens parlent des partenariats publics-privés. Qu'en est-il précisément? Comment ces mécanismes peuvent permettre de trouver des financements alternatifs? Et quels sont les enjeux qu'il faut dépasser pour pouvoir justement faire de cet outil un outil utile pour couvrir une partie du gap de financement? Je donnerai la parole à Marc pour cela, bien entendu, parce que c'est lui le monsieur PPP du panel. Merci Abdou, merci à Amadeus de cette initiative. Je voulais juste revenir sur ce que vient de dire notre panéliste de l'Égypte. En effet, on est sur un débat infrastructure-transport, sur lesquels je vais revenir bien évidemment sur les PPP, mais il ne faut pas négliger le financement des infrastructures sociales. On l'a vu, les printemps arabes ont montré qu'il faudra aussi investir dans la jeunesse, dans les universités, dans les écoles, dans les hôpitaux. Et là, par contre, le PPP ne peut pas faire de miracle, ça sera du paiement public. Par contre, il y a le PPP marchand et il y a le PPP social. Le PPP marchand, c'est celui qui permet aujourd'hui de financer les infrastructures de transport. Et là, notre thème est important. Et dans les infrastructures de transport, toutes ne peuvent pas être financées par le PPP. Le PPP, c'est finalement le financement par le trafic et par les usagers. Donc l'autoroute est payée par le péage, le port est payé par la circulation des containers, les aéroports par les droits de trafic et le train par les passagers. Et encore en Afrique, le débat se pose sur le train puisque c'est plutôt les marchandises qui financent l'usage du rail en Afrique, puisque finalement les infrastructures ferroviaires ont souvent été créées entre la mine et le port pour exporter des matières premières, en oubliant finalement les usagers que pouvaient être les populations. Et je dis souvent que les Africains, trop souvent, voient passer les trains devant chez eux et aimeraient monter dedans. Mais reste à savoir comment tout cela va se financer. Tu parlais tout à l'heure de comment les infrastructures, est-ce qu'elles se mangent? Lorsque j'avais une réunion avec le ministre des Finances de la Côte d'Ivoire, au bout d'un quart d'heure sur les infrastructures, on glissait vers l'agriculture. Parce qu'en fait, l'infrastructure de base, c'est la route. Et il me disait, lorsqu'il y avait eu des inondations et que les routes étaient coupées en amont de la capitale et d'Abidjan, les tomates avaient pris 50%. Donc immédiatement, s'il n'y a pas un accès à l'agriculture, il y a bien évidemment une inflation sur les prix. Et ce lien très fort entre l'agriculture et les infrastructures doit être permanent. L'Afrique évoluera aussi peut-être sur des investissements, d'ailleurs en PPP, sur l'agriculture, en essayant d'irriguer, en essayant d'aider à créer une transformation. Mais il y a les outils de demain, c'est... En effet, le PPP, ce n'est pas une solution miracle. Le trafic, soit il est au rendez-vous, soit il ne l'est pas. Donc c'est une équation à faire en amont. On l'a entendu hier sur le Maroc, il y a eu des illusions sur les autoroutes, c'est-à-dire qu'il y a au Maroc que de très très belles autoroutes, mais le trafic n'est pas au rendez-vous. Mais les autoroutes sont là. Il y a par contre des gens qui ont perdu de l'argent. Cependant, on voit bien aujourd'hui à Dakar, il y a une autoroute à péage en centre-ville, avec un financement moitié subvention, moitié risque privé par une entreprise française sur le trafic. Personne ne pensait que le trafic serait au rendez-vous de cette autoroute. Et je la prends comme exemple
parce qu'elle montre les possibilités en Afrique, en effet, de prendre du risque sur les infrastructures et les PPP et d'avoir du trafic au rendez-vous et un paiement par l'usager. Et aujourd'hui, les usagers sont là. D'ailleurs, il y aura une extension de l'autoroute jusqu'à l'aéroport. Il y a plus de 25 000 usagers par jour. Ils payent tous. Et un prix qui mérite d'être repensé, parce que j'ai découvert en voyageant de plus en plus souvent en Afrique que finalement le pétrole à la pompe est cher. Et donc 2 heures ou 3 heures d'embouteillage par jour en hypercentre, c'est très très cher sur la consommation individuelle du pétrole. Et si une autoroute permet aujourd'hui de gagner 2 heures de circulation par jour, c'est un gain bien sûr pour le travail, pour l'économie et pour la fluidité, mais ces 2 heures d'embouteillage, avec un moteur allumé, ça a un coût. Et finalement, c'est le succès qui s'est passé à Dakar, c'est que le péage autoroutier, c'est l'économie que l'on fait dans l'essence. Donc ça ne coûte pas plus cher de prendre l'autoroute. Par contre, on gagne 2 heures soit de confort, soit d'économie par jour, ce qui est gigantesque. Donc il va falloir en effet regarder la façon dont on pourra accompagner les infrastructures. Les infrastructures, elles sont indispensables à la croissance et à l'économie. Moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, tu l'as dit tout à l'heure, on a des besoins d'investissement qui se comptent en dizaines de milliards. On n'est pas loin de la moitié des besoins, ce qui est déjà immense, réussir à financer la moitié des besoins, mais cette croissance qui est réelle en Afrique, on le disait hier dans les propos introductifs, de 5 à 7%, elle ne se retrouve pas dans la fiscalité et la croissance des budgets des États. Or, soit les infrastructures sont sociales, ou soit elles ne sont pas financées par le trafic. Et à ce moment-là, c'est du paiement public, même s'il est différé, même s'il est sur 30 ans, et même s'il est porté par des nouvelles formes juridiques de PPP qui permettent à l'État de faire porter l'investissement par le privé, et puis d'étaler dans le temps, finalement, le financement de cet investissement, ce qui est déjà une bonne chose lorsque ça arrive. Mais il faut que ce soit bancable et il faut que ce soit réel. Et l'inquiétude que j'ai, et c'est pour ça que je pense qu'on doit être sur une réflexion globale sur les infrastructures, c'est qu'on ne pourra pas augmenter le financement et l'accélération des infrastructures si on n'augmente pas les recettes des États. Ce n'est pas possible. En tout cas pour les infrastructures sociales. Donc on doit penser aux 2 sujets en même temps. D'un côté, c'est la captation de l'impôt. Ça doit être une véritable réflexion, et beaucoup de pays comme le Maroc se sont mis à le mettre en route. Et là, il pourrait y avoir d'ailleurs des PPP d'accompagnement. Il faut savoir qu'au Ghana, il y a eu un PPP de dédouanement qui a permis de passer de 30 jours à 2 jours sur le dédouanement. C'est un gain financier, fiscal et économique gigantesque, et il faudra aider les États, bien évidemment, à mieux capter l'impôt pour avoir les ressources nécessaires à payer les infrastructures. Et je pense qu'on est obligé de réfléchir de manière concomitante à tout cela, et peut-être aussi, comme l'a fait le Rwanda ou d'autres pays, trouver des solutions pour passer de l'économie informelle et de l'artisanat informel à de l'argent qui rentrerait dans les banques, à la bancarisation. Il y a bien sûr ces espoirs qui viennent du Kenya et de la monétique par le téléphone, puisque ça, c'est une forme de bancarisation. Mais au Rwanda, ils ont fait ce que nous, en France, on a appelé l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire une fiscalité extrêmement faible sur les impôts sur les sociétés, dédiée à toutes en dessous de mémoire de $100 000 de chiffre d'affaires. On pourrait même imaginer dans certains pays africains moins de $20 000. Ils ont fait une fiscalité à 3%. Du jour au lendemain, il y a 40% des entreprises qui ont mis des petites PME et des artisans qui se sont mis à la banque. S'il y a de l'argent à la banque, il y a de l'argent pour financer les infrastructures. Je crois que tout ça doit être très très lié dans une réflexion globale, mais bien évidemment, il faudra faire attention, parce que cette croissance sur 10 ans, c'est presque 100% de croissance. Et on n'aura pas 100% des infrastructures en plus. À partir de là, moi, j'ai peur d'une sorte d'un jour de Big Bang, d'une croissance qui ne sera pas accompagnée par les infrastructures et une économie qui, à un moment, va être totalement bancale. Il faut donc vraiment réfléchir énormément aux solutions. Et la meilleure solution, c'est de voir ce qui se passe de bien. C'est une des raisons pour lesquelles j'anime ce club des partenariats publics-privés aujourd'hui sur l'Afrique. C'est de voir quelles sont les bonnes expériences dans chaque pays, petites, moyennes ou grandes, qu'elles soient au niveau d'une collectivité locale ou de l'État, de façon à communiquer, à faire connaître celle-ci et donner envie à d'autres pays de s'inspirer d'une évolution juridique, parce que l'outil juridique en amont est très important. Il n'y aura pas du financement privé sans garantie, sans cadre juridique clair et sans un fonctionnement, bien évidemment, du financement, et donc des besoins de capter soit une richesse nationale, soit des investisseurs,
par des fonds d'épargne qui pourraient flécher, bien évidemment, de l'argent dans les infrastructures. Merci Marc. Donc c'est clair que les PPP peuvent constituer un accélérateur, mais que les États ne doivent pas penser que les choses vont se faire sans financement public. À un moment ou à un autre, il faut de l'accompagnement de financement public. Que le cadre juridique, je retiens aussi, est extrêmement important pour pouvoir attirer des investisseurs étrangers, et que l'enjeu peut se situer à ce niveau pour que ces investisseurs étrangers puissent contribuer ces investisseurs en général, locaux et étrangers, puissent contribuer, en tout cas privés, au développement des infrastructures. Ça me donne la transition pour donner la parole à Samir Belrandoria. Samir, tu diriges un fonds d'investissement infrastructure, qui est une innovation, parce que à un moment, les gens se sont posé la question comment un fonds qui pense à une sortie sur 4-5 ans peut se lancer dans le financement des infrastructures. Aujourd'hui, à partir de ce qu'on vient de dire, l'Afrique, il y a beaucoup d'insuffisances en infrastructure, donc il y a beaucoup de besoins de financement. On pourrait se dire que pour un fonds d'infrastructure, les projets tombent à n'en plus finir, mais quelle est la réalité du terrain ? Bonjour, ravi d'intervenir dans ce panel qui est effectivement très très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, je dirais, qui ont été dites jusqu'à présent. Moi, je pense que paradoxalement, la réponse aux besoins de financement de ces infrastructures sur le continent, la réponse va venir nécessairement du continent lui-même et pas d'ailleurs. D'une part, moi je pense qu'il est important que le continent capitalise sur sa propre épargne. Tous les pays en fait qui ont réussi à développer des infrastructures performantes ont d'abord et avant tout mobilisé leur propre épargne. Le continent, c'est aujourd'hui 1 milliard d'habitants, sur lequel pratiquement le tiers est considéré comme étant une classe moyenne, dont les revenus oscillent, je dirais, autour de $10 par jour. Donc tout ça, ça crée en fait un réservoir d'épargne à long terme qui est extrêmement important et qui peut être collecté soit par des produits d'assurance, des fonds souverains. Beaucoup de pays aujourd'hui sur le continent créent des fonds souverains capables de gérer l'articulation entre la richesse nationale et les besoins d'investissement à très long terme. Donc cette épargne est extrêmement importante et il faut mettre l'accent là-dessus. D'autre part, dans le monde, il existe un réservoir très très important de liquidités disponibles, notamment dans des zones, Asie, Moyen-Orient, Amérique et également Europe. Et il faut être capable de pouvoir mobiliser cette épargne. Ça veut dire, mettre en place un cadre juridique et une gouvernance qui puisse attirer ces capitaux. Les investisseurs aujourd'hui, gardent quand même une certaine réticence à investir sur le continent et cela est lié, je pense, à un certain nombre de préjugés. Donc il y a un effort, je dirais, de présentation, de marketing à faire pour que le continent soit mieux perçu dans sa réalité aujourd'hui. Et il y a également des efforts très importants qui doivent être faits par les États eux-mêmes pour mettre en place des cadres et une gouvernance ad hoc qui puissent vraiment offrir la meilleure transparence et la meilleure visibilité pour les investisseurs. Effectivement, l'outil du fonds d'investissement est un outil extrêmement puissant et intéressant pour mobiliser de l'épargne, que ce soit de l'épargne venant de compagnies d'assurance, de fonds souverains ou autres. Cela étant, il est important de mettre en place un modèle extrêmement spécifique
pour le financement des infrastructures. On en parlait ce matin, les infrastructures, c'est du très long terme, c'est du 20-25 ans. C'est en général des rendements qui sont, je dirais, modérés, aux alentours de 10-12%, mais qui sont, je dirais, extrêmement stables dans le temps. Les projets d'infrastructure sont également des projets qui mettent du temps à maturer. On parle en général de 2-3 ans pour pouvoir étudier, développer et construire un projet. Et donc tout ça fait qu'il est nécessaire de créer des outils d'investissement qui soient adaptés à ces différentes problématiques. Le Maroc a essayé effectivement de lancer un certain nombre de fonds, je dirais, avec une consonance infrastructure. Malheureusement, l'expérience a été relativement mitigée puisque ce qu'on a observé, c'est que beaucoup de capitaux étaient disponibles, mais les projets ont mis beaucoup de temps à se mettre en place et qui ne correspondaient pas, je dirais, à l'horizon d'investissement des différents fonds qui ont été lancés. En plus, un certain nombre de fonds étaient plus de nature, je dirais, opportuniste, ciblant des rendements extrêmement élevés et qui ne correspondaient pas au modèle de ces projets-là. Je pense qu'on est capable aujourd'hui de tirer parti de cette expérience et de faire profiter, je dirais, nos pays voisins et amis pour pouvoir mettre en place des véhicules qui soient extrêmement intéressants et innovants, de façon à capter que ce soit la richesse du continent ou bien le réservoir de liquidité qui existe de par le monde. Et aujourd'hui, il faut savoir que les taux de croissance de 5 à 7% sur le continent attirent. Et c'est pour ça qu'il faut capitaliser sur cet engouement et ne pas perdre de temps. Merci Samir. Je note bien qu'il faut des réponses africaines aux problématiques de l'Afrique. Je note aussi, et Marc le disait bien, qu'il faut peut-être capitaliser sur l'expérience marocaine en partageant sur ce qui a marché et ce qui aussi n'a pas marché. J'ai bien compris aussi que les infrastructures avaient une rentabilité, ou en tout cas un rendement plus faible que ce qu'on a d'habitude dans les autres projets, mais que par contre, c'est des rendements stables dans la durée. Donc, c'est peut-être un élément de marketing pour attirer les investissements. J'ai aussi compris que aujourd'hui, il faut surfer sur la vague de l'intérêt de l'Afrique pour pouvoir, au-delà de l'épargne africaine, capter aussi l'épargne internationale. Donc, les enjeux sont nombreux. As I was saying, the challenges are important in the financement of investment in infrastructure, which have said that Africa is facing a need of $90 billion financing in infrastructure per year, and only the half is already available. I can say only, or also say that half is already a good thing. So the half is available, but the other half is not here. How can we face that? What are the big challenges in financing infrastructure in Africa? Perhaps Mr. Sherif, who have a great experience on that, can give us his point of view on the subject. Thank you, Mr. Chair. I'm going to talk about the cup, which is half full. Good morning. Allow me first to express a word of thanks and appreciation for inviting me to join this distinguished panelists. And I'm going to basically address, for the sake of time, my talk in an SMS using the smartphone notion that our first speaker mentioned. First message is why I'm here. I'm here because I'm a believer. I'm a believer in Africa. I'm a believer in Morocco and Amadeus and what they are doing in terms of setting the agenda forward around very critical issues for African development. And I see it every time I come here. I see it transformed from talking into reality. So this is a country I respect.
and this is a forum I am proud of. The second message is about development. Since I started learning in life, and I'm continuing to date, by the way, I'm Egyptian, I'm proud Egyptian, and I'm proud Arab, and I'm proud African. And I got my first education in Egypt, and I went and I got my brainwashing in a place called MIT, in the east coast of the United States. And initially, I came from a background in computer science. There I did computer science and business. But in order to do that, at the time, I was paid by a department called Transport Department. And I went into transportation without knowing anything about transportation. And then I got engaged in all sorts of transportation with the leaders of the world. And given that I'm coming from a different background, so I was like, or they treated me like the genius coming in to provide the first of a kind. Whenever I touch something, it's something that they appreciate very much. And of course, in order to do that, I had to learn and learn and learn, and still I'm learning about the subject. So I'm the least knowledgeable person among the group here, because I still do not have the answers. They wanted to give me at the end a PhD in transportation, but I said, for the sake of not making more confusion, I just got my focus. And my focus was simple about what I love. What do I love? I love development, and specifically accelerating development. All what I know in life is how can we leapfrog? How can we jump from where we are to where we should be? And the approach I used is informatics and decision support. Again, other buzzwords that the more you think about it, the more you don't know about it. Anyway, so I'm a believer in Africa, and I'm a believer in development in Africa and in accelerating development in Africa. And my message that this is done and will be done only by African when they want to, okay? And a smarter Africa will be developed by the smart Africans using their resources and in partnership with those who would love to help them to get a better Africa. Second message. Third message about transportation. What is transportation? It's the movement of people and goods across our topic, which is infrastructure. So the questions we have: can people and goods move freely, efficiently, and effectively across Africa? Third message. I go back and coming to our first speaker, where my first background was. More than 25 years ago, I led, I chaired, I founded what's it called? Africa Information and Telecommunication Society Initiative, which is basically at the time in a dark and darker Africa. I was among a crazy group, me, Ginedo in South Africa, Mr. Jim Wolfenson in the World Bank, the head of the Economic Commission of Africa, a group, etc. I see the French, quite a number of multinational groups. We founded a group where we put an initiative to get the internet to Africa, to get information to Africa, to get computer for every child to Africa, and so on. You can search it and get it from internet. At the time, the approach was each country was doing a bit here, a bit there. But to accelerate it, you need a top-down approach. So we got the top-down approach, we got the initiative, and I solicited in Addis Ababa 43 countries out of 44 countries
The only country that did not approve was Benin. But the rest unanimously approved, and it was put immediately to action. It was like enlightenment. And by the way, it was very simple, just a guideline and agenda setting. And I'm a believer in that. So the second message, do we have a transport initiative for Africa? I searched, I looked, and I found it. And frankly speaking, I found it very good fragmented work, mostly theoretical, far from reality. The gap between knowledge and what is there from roads or infrastructure, railways, etc., or the gap is huge. So the next message, we need to do this top down. Next message, who's going to do it? Okay? A country, the group of African countries, a leading African Development Bank, the World Bank, someone need to be in a driving seat and go and do it. But the other question is, for what Africa? 150 years after the first railway system in the world, and by the way, one of the first two in the world, where it was in Africa, in Egypt. 150 years ago. Today, we are the poorest in railway infrastructure. The question is, 150 years later, we don't have an effective and efficient transport system for Africa. We don't have an efficient and effective transport infrastructure for Africa. We don't have an effective and efficient multi-modal system for Africa, or regional, or even national, or corridor-based. We don't have as well, when I looked at, something that I was very specialist in long time ago, which is called OD matrices. What is OD matrices? It's a matrix that defines the movement of people across the time of the day, across the day of the week, of the month, of the year, between an origin and destination of a person or a truck or other modality of transportation. We don't have this almost in all countries, with the exception of two. We don't have this for regions and for Africa. If you don't have this, what transport infrastructure are you going to plan? How are you going to know? The urban planners assume, and you just draw a road, and they go put the budget, the national budget, to finance it. And when you question, you have roads which are empty, and you have roads which are crowded. And nobody asks why this or why that. And millions and hundreds of millions are spent without really supportive evidence of what needs to be done. So, again, the gap, we need an integrated framework, model, data, and linking what is there in universities and research institutions with development agencies, with governments, and with business. But to which Africa? Which Africa? Africa of the billion, today, by the way, 2014, we are 1,069,000,000. And by year 2050, we'll be double this. We'll be almost 2 billion, 1.9 billion. By the end of the century, we'll be double that. We will be 4.1 billion. i.e., today, for every one person today, there will be two in less than 35 years.
There will be 4 in less than by the end of the century. They will need to move from one place to the other, and they're going to compete for all the resources that exist within this geographical place. So we need for sure transport system, dynamic transport evolving system. The next message. Who has this? I found nobody doing this. I'm on the board of the transport plan, of the national plan development of the country, of Egypt, headed by the Prime Minister, and I discovered one thing. By the way, I'm a strong advocate of that plan for the same reasons. But I discovered that the teams did a very tiny mistake. They looked, Egypt today is 86 million. By 2050, by the same token, it's going to be double at the current growth rate, which is 2.04. They assumed, and they got, to make the thing attractive, that the country is going to work with a growth rate of 1.5. What is happening is that the growth rate is increasing. No chance, and no one can make an argument that this difference, by the way, at 1.5, the population is going to be 150 million. So the difference is 30 million. So my message is, at current growth rate of different countries, what population is going to be by year 2050? There are details here that will have significant implications, not only on the transport infrastructure development, but on the question of development itself. And the issue of population, my strongest message, is key, without which you cannot plan for transport infrastructure or any development, and in addition, you cannot make sure about an argument about investment itself. So the messages about population is very important. Linking to this is the spatial geography on which this population live. Just to give you a few numbers, we are talking about 30 million kilometers square. We are talking about a continent which has a width of 4,600 miles and 5,000 miles from north to south. We're talking about coastal line of about 16,000 miles. And we are talking about, there are visions on paper today of transnational corridors that linking Africa from Alexandria to Cape Town, from Algiers to Cape Town, from west to east, in addition to regional corridors, in the southern part, in the western part, and there are lots of definition of a number of projects, some of which have become reality, others have been implemented already, others have been advanced with PPP development. So there is work on Africa, and Africa is growing, and growth rates in some countries of Africa is very impressive and very high, and the potential is very high. But the question is, how can you pull all of this together? Who will pull it? And the other messages, which I'm going to say very shortly, is the political message. What Africa are we talking about? Is it the peaceful, democratic Africa? Or it is the Arab Spring-like Africa? Or it is the bloody Africa, which is basically where genocide exists, where corruption exists, where barriers to transport infrastructure exist daily on existing systems that affect significantly the risks of investment and the challenges of investment. So the message here is we need to work on governments, on the politics, on the conflicts, in order to do that, nationally, regionally, and internationally. And for the sake of the time, I'm going to say the last one, related to investment directly, would be the cost. And the cost would relate to all what I mentioned,
and across time. Thank you very much. Thank you, Mr. Sheriff. That's a real summary of all the big issues Africa is facing today, and I noticed many things. I won't go through them, but just point out 3 or 4. The importance of integration in the transport issue, the coordination, who will be the pilot, and also the governance. And that's very important. Before giving the mic to the room for questions, I will just do a little roundup to pick up some reactions from other panelists. So perhaps beginning with Mr. Baba Taboure, if you have something to add. Oui, merci. Je voulais réagir sur la préoccupation qui a été évoquée par Marc Tissier-Dorfeuille sur le risque de Big Bang concernant le retard des investissements par rapport à l'augmentation et la croissance qui est en cours. Je prends l'exemple de l'électricité. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays au sud du Sahara, c'est des coupures fréquentes. Il y a un niveau de production qui est très faible par rapport à la demande qui augmente tous les jours. La population augmente, la production augmente, donc les besoins augmentent. Et la raison de cette difficulté, elle est parce qu'il n'y a pas les investissements qui sont nécessaires, qui ont été faits à temps. Tous ces pays sont confrontés à cela. C'est réellement pour confirmer que le Big Bang, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Certains diront c'est depuis quelque temps qu'il est là, ce Big Bang. À côté de cette mauvaise nouvelle et ce constat, je voudrais signaler 2 initiatives que je trouve encourageantes et qui sont donc les bonnes nouvelles. C'est ce qui vient de s'accélérer un petit peu dans la zone du Golfe de Guinée avec le lancement des travaux d'infrastructures ferroviaires entre le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et même le Niger et la Côte d'Ivoire, qui va permettre que dans cette zone, le chemin de fer puisse se développer. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Je l'évoque parce que c'est une évidence. Tout comme le problème de l'électricité affecte la production pour les entreprises, la disponibilité de ces moyens de transport au niveau ferroviaire, c'est important. C'est très, très important. Une autre initiative est en cours. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Cette fois-ci, c'est dans le domaine de l'aérien. C'est, ironiquement, les gens appellent compagnie aérienne des pauvres. C'est le Mali, la Mauritanie et le Niger qui décident de se mettre ensemble pour créer une compagnie aérienne. Parce que les infrastructures de transport, ce n'est pas seulement la route, ce n'est pas seulement les chemins de fer, c'est l'aérien aussi. C'est une initiative que beaucoup de personnes regardent avec méfiance et des fois avec ironie. Mais pourquoi ne pas essayer? Parce que là aussi, ce n'est pas une question d'avenir. C'est déjà aujourd'hui qu'il y a ces besoins-là, c'est déjà aujourd'hui qu'il y a ces défaillances, qu'il faut travailler dans ce sens-là. Ça, c'est la réaction que je voulais avoir quand j'ai entendu ce risque de Big Bang. Il est là déjà. Merci. Another reaction? Sahara. Thank you. Well, I'll just pick up on one thing that Hisham said, which I think is quite pertinent. The notion of what he described is beautiful. It's a bit utopian. But the problem we have, I mean, first of all, we have to say that our problems can only be solved by us initially. I think we all agree on that. But the problem here is that we sort of assume that government heads of states, politicians, are rational, objective people, which is not the case in most countries. So the starting point, how to get to which Africa, I think is a very difficult question. I don't see it happening anytime soon. My friend here just gave us a very simple example of the airline between 3-4 countries that some are a little bit skeptical of. Perhaps the answer on the financing side, until we get to that perfect state, is to try and work on
regional basis. A group of countries that share the same challenges, the same problems, and the same borders perhaps, maybe can start thinking about doing a regional sovereign fund for infrastructure. It's one example. Joint venture companies like the one you mentioned. But the real main issue, in my view, at this point, the urgent issue, is the legal, transparent framework within a country or a group of countries that is the first step to begin to attract investors, be it local or indeed international. And I think that is a problem most African countries, Egypt included, is suffering from. What is the legal framework? Is it transparent enough? Is it secure enough? Is it well set up enough for me to come and invest? I think we should really start by looking at that. Thank you very much, Mr. Heller. Any other reaction? Just to what's been said, I think what I propose, that definitely goes a line that we need to have two things. One of them is top-down, and the other one is bottom-up. Top-down, we need to make sure that we have the right vision and plan. This is not utopian. This is people, knowledge, need to put that in place. We need to have the point which Karim mentioned, which is legal. This is, again, not utopian. You need to fix it. Otherwise, you will not have... But however, implementation needs to be bottom-up. You're right, very specific. You cannot do the whole overnight. You need to have within a country, and we have good examples of this, Morocco and South Africa. Or we need to have it regional, and we have good examples for this, the Southern African region, okay? Or we need to have it model, like airlines, not the example that was mentioned, but in addition, just what Air Morocco did shortly, overnight, it was 30 countries, but they have been working on this over the past few years. So in other words, bottom up and top down, and working with pragmatic realities. But this does not, at all eliminate the need to fix the challenges to make sure that investors and investments are come. Who are they? For sure, governments cannot do this by themselves. That's why we need the partnership, the private and public partnership with all different modalities. This needs as well, key message, development agencies need to work more effectively and more efficiently. They are sitting in the back seat. We need them in the front seat. So in other words, we need to make sure that we move from what is there from reality, which I personally do not accept, to a better Africa. Okay, whether we call this better, utopia, or others. Very pragmatically. Thank you. Thank you. Samir. Je voulais tout simplement insister en fait sur une notion qu'on n'a pas suffisamment développée. Ça concerne en fait la maintenance des infrastructures. Mon voisin insistait sur le fait que l'Égypte avait un des deux meilleurs en fait, je dirais, systèmes ferroviaires, mais aujourd'hui il est, je dirais, complètement délaissé. Il est important dans cette dynamique de financement des infrastructures de prévoir également le financement de la maintenance, qui est, à mon sens, le seul gage d'avoir des infrastructures de qualité sur du très long terme. Je pense que Marc est content de ta réaction. Il a peut-être quelque chose à rajouter, lui qui fait partie de ceux qui disent que les PPP permettent justement de financer sur le long terme. En l'occurrence, c'est dans les gènes, en effet, du partenariat public-privé, qu'il soit social ou qu'il soit marchand. On a trop souvent été habitués, en Europe et en Afrique aussi, à sortir des infrastructures pour les inaugurer, être sur la photo le jour de l'inauguration. On s'occupe d'avant et on ne se préoccupe pas d'après. Ça, c'est un vrai problème, d'habitude de toutes les administrations du monde. On sait investir, on savait jusqu'à 2008 en Europe, mais on ne savait pas entretenir et maintenir. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles le PPP est arrivé dans la boîte à outils de notre commande publique
en France, c'est qu'on avait finalement des universités dégradées au bout de 30 ans, des hôpitaux dégradés. Dès qu'il y avait une crise financière, on arrêtait le fonctionnement et on ne mettait plus d'argent. Donc lever de l'argent pour investir, j'ai presque envie de dire c'est facile. Par contre, pour rigidifier, entretenir et maintenir, et pourquoi le faire? D'abord parce que ce sont des emplois locaux, mais surtout pour que dans 25 ou 30 ans, l'infrastructure, elle ait la même valeur. Sinon, il faut repartir à zéro. Sinon, on redétruit tout pour tout recommencer. Et ça, il n'y aura pas cet argent-là. La difficulté de cette réflexion sur l'entretien et la maintenance sur le long terme, sur les infrastructures sociales, c'est qu'elles sont au-delà des campagnes politiques, au-delà des carrières des hommes et des femmes et au-delà des carrières des fonctionnaires. Donc il y a des gens qui nous disent, mais 30 ans, d'ailleurs on l'a dit hier soir, 30 ans c'est beaucoup trop loin pour nous. Mais 30 ans c'est demain matin. 30 ans c'est pour nos enfants, de savoir si l'université que l'on va financer aujourd'hui, elle sera encore debout dans 25 ans. Si on a intégré l'entretien, la maintenance de l'infrastructure sur du long terme, certes c'est compliqué. Certes, ce sont des contrats qui seront plus longs à instruire parce qu'on ne réfléchit pas à une garantie décennale d'un ouvrage, mais on réfléchit à l'ensemble des fluides, de la gestion, de l'organisation de cette maintenance. Ce sont des emplois pour des entreprises locales. Et il n'y a pas beaucoup d'entreprises africaines ou de PME qui ont une visibilité à plus de 3 ou 6 mois. Donc si des infras publics permettent d'avoir des contrats sur 25 ans avec des contrats pour des PME sur 6 ans, ça va aider à la croissance et à la structuration des entreprises dans les pays. Donc ça, c'est déjà l'accompagnement de la croissance par l'investissement public, mais en même temps, c'est de la bonne gouvernance. Si on met de l'argent public aujourd'hui, parce que souvent dans les PPP, on l'a vu par exemple, j'ai pris tout à l'heure sur cette autoroute de Dakar, il y a aussi de la subvention. Si on n'investit pas dans le fonctionnement et l'entretien et la maintenance, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Il faut appeler un chat un chat. Donc on ne peut pas être simplement sur la livraison de l'ouvrage, on doit être dans sa durabilité. Il faut changer les logiciels de nos décideurs publics, politiques et administratifs. Je vais juste donner à M. Naoshige, prendre 2 questions à la salle et revenir. Mr. Naoshige, do you have a reaction on all this? It's not working. Oh, yeah. Okay. Oh, yeah. Just want to mention about the financial gap, about 45 billion. I think the money is floating. You mentioned about the PPP. That's important. But somebody said to make it a bankable project. That's the most important. The lenders, bankers, people don't do the irrational, investment. That's a problem. So in order to make it bankable, there's several ways. I'm going to make it short. Sometimes feed-in tariffs very cheap. And sometimes people trying to compete too much. Sometimes sharing system, for example, telecommunication, might be necessary. Depend on the project. You might have a sort of engineering with between the public and private sectors. So we have to look at very carefully to make it a win-win game between the several parties. So I think that's a solution. Right, exactly. Donc, on va donner l'occasion à la salle. On va peut-être prendre 3 questions et ensuite revenir aux panélistes pour conclure. Donc, s'il y a des questions dans la salle. Thank you. Mohamed Zajari from the World Food Programme. I would like to, I'm very happy to hear what I heard this morning, especially from Mr. Sharif, who is very impressive in his statements. And I liked in particular the part regarding the knowledge, who will use the roads, knowing the traffic. There is always a tendency to have decisions by policymakers to have a road somewhere without taking into consideration the need of the people, and they don't consult always the population, especially the small farmers. We will speak later in the food security sector about food security, and part of it, of course, is infrastructure, and infrastructure must serve the agricultural sector. So that is very important, I think, to keep in mind. Other people did not speak about it, but it's very important to have decision makers which take into account the knowledge. And the other thing which I have noted, that the top-down approach
maybe you must be very ready to help Mr. Sisi in his new role, because normally we would like to have it from down top to up. We would like to have the people who decide what you want, and the other people execute what the people want. Okay, thank you very much. Another reaction, une autre réaction. Juste devant. Hello. I'm very impressed. It's a wealth of ideas. One thing that I really noted, that I've noticed, is you brought up several things. The transparency and kind of accountability with what happens when the investments come. That, I believe, is really important. I'm not sure what the answer is to get the transparency in place. And the fact of setting up, having measurable numbers to start with before you initiate a program is very, very important to getting those ideas in line and started. But the big thing is when we make the investments, when the investments are made here and you have something new, the maintenance issue is really, really, I see throughout Africa. You have great investments in projects to help that will really eliminate some of the problems we have. And then within 2 or 3 years, there's no maintenance and it's no longer even operable. I think those are really key points. So I really appreciate all that you've said, and I hope we find the solutions to put these things in place. Amazing information. Thank you. Thank you. Une dernière réaction. Bon, qu'on va faire. Ah, il y a une dernière question. Bonjour, Farjeh Ismaël, étudiant en 2e année à l'école de gouvernance et d'économie de Rabat. Alors je vous remercie pour vos présentations très impressionnantes, mais en parlant de développement des infrastructures, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème qui se pose, qui est surtout garantir la sécurité et la durabilité de ces infrastructures face aux différents réseaux illégaux, terroristes qui se développent très fortement dans ce continent. Alors, comment pourrons-nous assurer un développement, mais en même temps une sécurité pour ces infrastructures, pour assurer un futur bon développement pour l'Afrique? Merci. Monsieur Babatabo, aucun lien avec le Mali, hein, je vous donne juste la parole, c'est une coïncidence. Mais on peut en parler, Le transsaharien dont il est question aujourd'hui, en termes d'investissement, il n'est pas bouclé. Hein. Le shérif parlait de Alexandrie, le Cap, il est question d'Alger descendre jusque plus bas. Une des préoccupations, ça va être effectivement ce problème de sécurité, mais je n'ai aucun savoir-faire à la matière. Par contre, je voulais rajouter qu'en plus de ce problème de sécurité, il a été évoqué celui de la maintenance des investissements après les investissements même. Moi, je voudrais ajouter une autre dimension à la chose, et ça, c'est spécifiquement en tant que Malien. Aujourd'hui, pour commercer avec le Maroc, jusqu'ici, pour commercer avec le Maroc, les marchandises, on les faisait transporter jusqu'à Dakar, donc chemin de fer, ensuite le bateau. On n'a pas beaucoup parlé d'infrastructures au niveau maritime, mais ça, c'est ce que nous avons fait jusqu'ici. Donc, l'autre dimension que je voudrais évoquer, c'est que quand on a fait ces investissements, il faut toujours être en situation de regarder d'autres alternatives aux investissements. Et l'autre alternative aux investissements, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Une unité textile, on fournit le marché marocain. Avec le train et le bateau, c'est 15 jours, 1 mois. Maintenant, avec la route, en passant par la Mauritanie, ce n'est pas une semaine, c'est moins qu'une semaine. C'est moins cher et ça va très vite. Donc, en matière de compétitivité, c'est un facteur qui est très, très important. Et deuxième bonne nouvelle que je voulais annoncer, j'ai commencé par parler de la continentalité du Mali, mais depuis quelque temps au Mali, on a réalisé que en termes d'infrastructure, nous avons un avantage de cette continentalité, du fait d'être enclavé, parce que nous sommes au milieu de tous ces pays africains. Tout investissement qui est fait, toute production qui est faite au Mali
peut atteindre très facilement ces autres pays avec des délais réduits et des coûts réduits, du fait que nous sommes bien entourés. Je voulais terminer sur cette note positive pour mon pays. Merci, Mr. Helal. Après. I think I'll just make just a concluding comment, going back to the same theme of how we can identify an Africa that starts to do something beyond its own borders. I'll just go back a few thousand years in history. We were taught that the pharaohs used the Nile to transport the big stones up the river to the site. And I'm just wondering that perhaps there is a way for us being private sector, I mean, to really be inspired by what Hisham said. You need a vision and you need a leader. But perhaps private sector can exert certain pressure to make the case. We've seen it happen, not often enough, but it does produce results. And we can, I'll just give you a very simple example from sort of our corner. Egypt, Sudan, Central Africa, railroad, Nile transport system. I mean, it doesn't take a genius to work out the economics and the benefits of that. But what hinders this and many, many others throughout the continent, in my view, is the political will, or rather lack of it. And this is where I think a strong effort by collective private sector partners can produce results by putting pressures on the political leaders. Thank you, Mr. Hisham Sharif. There are a couple of things that I've learned which are very important. From my two colleagues, distinguished colleagues, I've learned something which is very attractive. So this is a commercial. That if you invest in transport in Morocco, you can get 10%, government guaranteed. If you invest cross country, this is 8%. Immediately, I mean, with all the conditionalities that exist, this is an opportunity for us to invest, to put funds, to mobilize funds, and to make it more happening, because the conditionalities are there and met. The second thing I learned from a new friend of mine, he's vice president of the French Development Agency. I saw him in the room, he left yesterday, that one of the excellent investments is in rural roads in Africa, something which is mind-boggling. So these are things which are sort of bottom-up. Third thing, and this is for my friends in Amadeus, if they are making one recommendation, to strongly have Morocco, and I'll make Egypt as well, push for our African Development Bank friends, World Bank friends, French Development Agency, etc., all to make sure that we have a pragmatic and realistic, dynamic master plan for transport in Africa. We don't have this. We have excellent bits and pieces, but we don't have one that we can link to and make it available, not only for countries, for business, for countries, for people, so that we can move from where we are, like what happened in mobile, like what happened in internet. In quarter of a century, Africa leapfrog. Thank you. Thank you, Mr. Sharif. I think that we are at the end of our panel. I'll just say some few words to conclude. Donc, on l'a bien vu et compris. Aujourd'hui, l'enjeu de croissance et de compétitivité est essentiel pour l'Afrique. On comprend que l'Afrique a plusieurs rôles à jouer. L'Afrique sera part de la global supply chain, de la chaîne globale d'approvisionnement et d'accompagnement et de logistique du monde, de l'économie mondiale. Après, il faut choisir, est-ce qu'on veut être une économie de transit où on est que prestataire de services ou économie de production à travers une industrialisation. Tout ceci passe par le développement de l'infrastructure qui est indispensable.
Mais pour que ce développement se fasse dans de bonnes conditions, il faut l'accompagner par des mécanismes de financement, que ce soit l'innovation dans les PPP, la mobilisation de l'épargne ou encore l'accompagnement pour le renforcement des financements publics, mais également à travers un cadre de gouvernance adapté, un cadre réglementaire qui soit transparent et attractif pour les investisseurs, et aussi une volonté politique. On a parlé également de l'importance de l'intégration régionale et du pragmatisme pour avoir des approches à la fois top-down et bottom-up pour que toutes les décisions qui soient prises soient proches de la réalité, qu'on ne soit pas dans la théorie plutôt de politique économique, mais qu'on soit dans la réalité. On a beaucoup interpellé les bailleurs de fonds pour qu'il y ait de la coordination, pour que les actions se fassent dans l'intérêt des populations africaines et des entreprises africaines. Donc, thank you very much to all our panelists. Thank you for having the time, finishing in time. And thank you to the floor for all your questions. I think that we have a coffee break and the next session is in 15 or 20 minutes. Thank you very much. Merci.